Et on est en direct. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez bienvenue sur le stream d'abord. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, hein, et bienvenue pour cette nouvelle interview où on va parler politique européenne et où la politique européenne va vous parler en retour. Donc c'est le programme de ce soir. Comme vous l'entendez, on parle français, hein, pour une fois. Enfin pour une fois non, je fais des interviews en français régulièrement. Je pense que maintenant on peut dire que c'est quelque chose qui est acquis. Et notamment, on va parler français parce que notre invité de ce soir est français. D'ailleurs, vous pouvez voir à l'écran la petite fiche que j'ai préparée. Encore une fois, cette semaine, on est dans un format un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, hein. On va pas faire une interview portrait, entre guillemets, de notre invité, mais à la place, on va parler d'un sujet très spécifique, d'un thème. Donc, on va parler en l'occurrence de la politique maritime, hein, puisque... bonjour Goulran. Puisque voilà, c'est un sujet intéressant. Je vous avais posé la question sur quel sujet vous vouliez discuter, et vous m'avez dit que la politique maritime ça vous intéresse. Bah écoutez, c'est très bien. On a un expert sur le sujet. Euh, et dans tous les cas, notre invité, il est député européen. Je vais vous le présenter dans un instant. Il est expert sur le sujet. Donc ce soir, on va accueillir donc, Pierre Karleskind. Donc il est député européen. Il appartient au groupe Renew, les centristes au Parlement européen. En France, il appartient à LREM. Il est député européen depuis 2019 et au Parlement européen, il est président de la commission pêche. Il est aussi membre de la commission du contrôle budgétaire et suppléant en commission des transports et du tourisme. Alors vous avez pu vous en douter avec le fait qu'il soit président de la commission pêche, il a un petit rapport avec la mer, avec l'océan et tout ça, mais en plus il est océanographe de formation. Donc la mer c'est un sujet qu'il connaît bien. Je pense même qu'on peut dire que c'est un sujet qui le passionne. Et c'est pour ça que justement on va discuter de tout ça avec lui. Alors déjà, commençons par le début. C'est quoi la politique maritime européenne? Alors déjà, je commence pas mon intro parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de politique maritime européenne unique, hein. En fait, c'est un ensemble de politiques qui couvrent des sujets variés. Même si depuis 2007, il y a ce qu'on appelle une politique intégrée, hein. Donc c'est l'Union européenne qui essaie de créer une forme de cohérence entre les différentes politiques sectorielles pour essayer de faire en sorte que ça pousse dans le même sens. Donc c'est ce qu'on appelle la politique maritime intégrée. Et quand on parle de politique de la mer, en fait, ça recouvre plein de choses différentes, hein. Évidemment, on va parler de pêche, on va parler de protection de biodiversité, on parle de transport, d'énergie, de recherche, d'affaires étrangères, de géopolitique même. Donc c'est pas les sujets qui manquent, hein, clairement pas. Et on va essayer de creuser un petit peu tout ça ce soir pour savoir pourquoi l'Europe s'intéresse à la mer et comment, etc. Mais comme d'habitude, avant de commencer la conversation, je vais brièvement rappeler les règles du jeu pour ceux d'entre vous qui seraient nouveaux avec nous. Donc notre invité, il sera avec nous pendant à peu près 1 heure, après quoi il partira profiter du reste de sa soirée, et moi je resterai avec vous pendant encore une trentaine de minutes pour faire un petit débrief, discuter de ce que vous avez pensé de l'interview, donner des éléments supplémentaires de contexte s'il y a besoin, ce genre de choses. De mon côté, j'ai préparé mes questions, comme d'habitude. J'en ai collecté via Reddit, via Discord, via Twitter, toutes les bonnes choses. Mais comme d'habitude, vous pouvez aussi poser vos questions via le chat, je garde un œil dessus, et je piocherai dans vos suggestions. Donc n'hésitez pas à participer, à réagir, etc. Mais faites-le dans la bonne humeur et ne spammez pas. Donc le but de ces interviews thématiques, hein, c'est de vous aider à mieux comprendre un sujet particulier qui occupe l'Union Européenne et auquel on n'a pas forcément l'habitude d'avoir affaire. Et du coup, on entend un expert sur le sujet. Donc même si on va essayer de creuser un petit peu, on va pas non plus rentrer dans un débat extrêmement profond, on va pas non plus faire un débat politique. Donc gardez ça en tête au moment de poser vos questions. Donc sur cette brève introduction, écoutez, je vous propose qu'on se lance. Bonsoir Monsieur Karleskind, bienvenue avec nous, et merci d'avoir accepté de faire cette interview avec nous. Alors écoutez, ce que je vous propose, c'est pour commencer un peu notre discussion, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement à notre audience, et ensuite on va commencer notre petite discussion. Vous m'avez déjà fort bien présenté, Pierre Karleskind, je suis député européen depuis 2019. J'ai pendant plusieurs années, à partir de la fin de mes études, je suis océanographe de formation. J'ai eu une vie professionnelle de consultant en sciences et techniques de la mer parallèle à une vie politique, et j'ai été entre autres vice-président de la région Bretagne en charge des sujets maritimes et des affaires européennes. Donc voilà un peu pourquoi je parle autant et pourquoi on me sollicite souvent sur les sujets de politique maritime. Et ça tombe bien. Alors, vous m'avez entendu un petit peu en introduction, j'ai dit que la politique de la mer, ça touche plein de sujets différents. Mais pour vous, enfin voilà, je vous l'ai dit avant qu'on commence le stream, je ne suis pas un expert, donc je vais découvrir un peu avec tout le monde ces sujets-là. Mais du coup, au-delà des sujets que j'ai évoqués, pour vous, qu'est-ce qui caractérise la politique de la mer? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir une politique de la mer?
Ah, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une politique de la mer? Parce que la mer est partout et donc la mer est nulle part en fait. Si vous, c'est un sujet que j'ai souvent abordé dans les différentes politiques ou dans les différentes institutions où j'ai siégé, où j'ai pu travailler. Souvent on dit, mais bon, la mer, il n'y a pas besoin d'en faire un truc spécifique. Et donc au final, on finit par ne plus traiter les sujets maritimes. Or, on va, j'imagine, le voir ce soir, la mer, c'est à la fois quelque chose qui nous relie, ça peut être une frontière, c'est un milieu qui, en plus, se vit en 3 dimensions, en 4 dimensions même, puisqu'il y a le temps. Quand nous autres terriens ne vivons que sur les 2 dimensions de l'horizontale, bien la mer, il y en a une troisième. Et donc, c'est la mer, si je devais résumer pourquoi moi d'ailleurs je me suis un jour dit tiens je vais m'intéresser à la mer. Je ne suis pas né au bord de la mer, je suis né en Île-de-France, j'ai grandi en Île-de-France, donc je ne suis pas un enfant Ah. des régions maritimes. Et bien un jour, c'était pendant mes études, je me suis dit mais qu'est-ce que je pourrais faire de très compliqué, parce que j'aime bien les sujets un peu compliqués. Et donc en creusant un peu, je me suis rendu compte que la mer nécessite d'avoir une connaissance, une compétence et une capacité à aborder l'ensemble des sujets et de façon extrêmement variée et souvent complexe parce en interaction. Donc voilà, j'ai fait une définition extrêmement alambiquée, j'imagine que vous l'avez adorée, J'ai adoré. mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la mer, c'est cet ensemble très complexe qui nous relie et qui nous sépare parfois. Je veux dire, on est tous passionnés d'Europe ici, donc on va dire que la complexité, c'est un peu notre dada à tous. Alors que pour commencer, est-ce que vous direz que, pensant encore une fois très très large, très très simple, est-ce que vous direz que l'Europe c'est une puissance maritime? Ah, bah, souvent, c'est souvent les questions les plus larges et les plus simples qui sont les plus compliquées à répondre. Est-ce que l'Europe est une puissance maritime? Bon, déjà, il faudrait que l'Europe soit une puissance tout court, ou en tout cas qu'elle s'assume comme telle. Aujourd'hui, l'Europe a un petit peu de mal à s'assumer en tant que puissance maritime. Elle a un peu de mal à s'assumer parce que il y a bien des thématiques où elle est extrêmement présente en termes de compétences. Je pense à la pêche, hein, c'est une compétence exclusive de l'Union européenne. Et en même temps, il y a tout un tas de sujets qui relèvent en très grande partie des États membres de l'Union européenne. Et donc, ça reste toujours un petit peu compliqué et ambigu. La politique maritime européenne a plus un effet d'entraînement que vraiment un effet global. Et au fond, ça répond un peu à la question, est-ce que c'est une puissance maritime? Non, c'est aujourd'hui plus la somme de potentialités maritimes qu'une puissance maritime en tant que telle. Alors du coup, si l'Europe en tant que telle, du moins en tant qu'Union européenne, elle n'est pas une puissance maritime toute seule, et comme vous l'avez dit, en fait c'est la somme des puissances individuelles des États membres en la matière. euh, Quels sont les pays européens qu'on pourrait considérer comme étant les plus influents? Quels sont les pays qui comptent en termes de politique maritime? Alors bien sûr, au-delà de ceux qui n'ont pas d'accès à la mer, hein, parce que j'imagine bien que l'Autriche en matière de politique maritime, pas forcément une grande influence, mais au-delà de ça, quels sont les pays qui comptent? Bah, détrompez-vous, vous savez, il y a quand Ah, même pas mal de navires qui sont immatriculés au Luxembourg. c'est pas faux. Eh oui, et donc vous voyez que quand vous gérez la politique qui est liée à votre pavillon, donc le Luxembourg en l'occurrence, vous avez vous existez et vous siégez à l'Organisation maritime internationale parce que vous avez des navires qui sont là. Tout ça pour illustrer que la mer, c'est tellement de choses que c'est bien compliqué de dire quelles sont les grandes puissances ou quels sont les pays les plus maritimes. Ceci dit, de façon objective, c'est la France qui, dans l'Union européenne, a ce qu'on appelle la plus grande zone exclusive économique. Donc c'est ce territoire qui est situé entre 0 et 12 000 nautiques des côtes et sur lesquels les États exercent une souveraineté économique. Et donc c'est la France qui a le plus grand, c'est le cas depuis 1994 si je me trompe pas, donc c'est assez récent, c'est une invention somme toute enfin une invention, du moins une reconnaissance internationale somme toute assez tardive dans l'histoire. Au fond, la question de savoir si un pays a une vocation maritime ou pas, il faut regarder plutôt comment est-ce que les pays se tournent vers leur port, comment est-ce que les pays ont fait du commerce par le passé.
si vous regardez la République de Gênes, eh bien, ça a été une république très maritime. Alors, évidemment, ça n'existe plus. Enfin, du moins, maintenant, ça s'appelle l'Italie avec le reste des républiques italiennes. Si vous prenez la Hollande, petit pays, petit territoire maritime, mais très grande ambition maritime avec le port de Rotterdam, par exemple, et les flux qui passent par ces endroits-là. Vous prenez le Portugal, une histoire extrêmement maritime, et un pays qui aujourd'hui se tourne très fortement vers la mer pour les voies de son développement actuellement et futur. Et puis vous avez, et là c'est une analyse qui peut mériter débat, vous avez quelques grands pays européens qui sont très terrestres, de fait de leur histoire, mais là aussi il faudrait développer, mais l'Allemagne et la France sont des pays, je viens de dire, alors c'est paradoxal, je viens de dire que la France était la plus grande puissance maritime en termes de superficie, mais de par son histoire, la France a toujours tourné le dos à la mer, enfin toujours, il y a eu quelques espoirs, mais qui se sont souvent soldés par des échecs. Mais vous prenez l'Allemagne et la France, ce sont des puissances terrestres qui ont peu de vocation maritime. D'accord, c'est intéressant. Surtout, effectivement, le fait que le Luxembourg ait une puissance pareille, enfin une puissance, ouais, a un impact sur le plan maritime parce qu'effectivement, il y a les bateaux qui viennent s'immatriculer chez eux. Alors, cette fois, on va parler un petit peu on va dire de votre sujet principal, j'ai envie de dire, vu que vous êtes président de la commission pêche, j'imagine que la pêche, c'est un sujet qui vous occupe pas mal. Quand on parle de pêche, on fait pour équilibrer d'un côté le besoin pour un secteur économique de pouvoir continuer, donc le secteur de la pêche, de pouvoir continuer à pêcher, donc de faire vivre une région et de contribuer à nourrir les Européens, avec de l'autre le besoin de protéger les stocks de poissons, d'empêcher la surpêche et par conséquent, en fait, d'aller à l'opposé, c'est-à-dire d'empêcher les gens de pêcher. Ça, c'est tout l'art et la manière de gérer et de faire de la gestion des pêches. Alors, il se trouve, je ne sais pas si c'est lié, mais que étudiant en dernière année d'école d'ingénieur, j'avais un cours qui s'appelait gestion des ressources renouvelables. Et donc, économie du développement durable et gestion des ressources renouvelables. Donc, en fait, tout ceci, et là, c'est mon côté un peu matheux, vous m'excuserez, mais mon côté matheux a un peu tendance à parler, c'est que, en fait, c'est justement l'objet de tout un pan de la science qui s'appelle l'halieutique, de faire en sorte de pouvoir calculer concrètement comment est-ce que vous pouvez exploiter un stock de poissons. Alors, de façon plus large, on n'exploite pas un seul stock de poissons, mais plusieurs espèces de poissons, et en plus, on les exploite dans un écosystème que l'on peut affecter en l'exploitant. Donc, c'est plus compliqué que de gérer un seul stock, mais chose est-il que la science, elle vous dit comment vous pouvez gérer un stock. Donc, il y a ce qu'on appelle un équilibre, en fait. Il y a le niveau, et c'est l'objectif que se fixe la politique des pêches européennes, ce qu'on appelle le rendement maximum durable. Pour ceux qui ont regardé ça un petit peu de près, le RMD, rendement maximum durable, qui vous dit simplement que si vous pêchez plus que si vous faites un effort de pêche qui est supérieur à ce rendement maximum durable, eh bien, en fait, vous allez trop pêcher par rapport à la capacité du milieu à se renouveler. Et donc, en fait, vous allez déployer trop d'efforts par rapport à la réalité de ce que vous avez capturé. C'est-à-dire que vous allez capturer moins qu'en pêchant un petit peu moins. Alors déjà, quand on commence à expliquer ça comme ça, on ne comprend plus grand-chose, mais vous allez pêcher moins de poissons en mettant plus de temps à la mer que si vous passiez un petit peu moins de temps à la mer. Et donc, ce sont ces subtilités qu'il faut faire comprendre, et vous avez bien raison de dire que tout ceci est un petit peu paradoxal. Et puis, de l'autre côté, c'est pour ça que je parle d'un équilibre, si vous pêchez et si vous ne déployez pas beaucoup d'efforts de pêche, eh bien, pareil, vous allez peut-être passer à côté d'une partie de ce que vous pourriez pêcher sans remettre en cause la durabilité de votre pêche. Donc, tout ça, ça se calcule, mais il faut du temps pour y arriver. Il faut du temps parce que ces principes de gestion n'ont pas toujours été ceux qui ont été mis en place. On a longtemps pensé. Et les scientifiques, les premiers, jusqu'au début de la deuxième moitié du XXe siècle, ont longtemps pensé qu'on pouvait pêcher sans limite. Il y avait même des philosophies, des religions qui disaient mais de toute façon tout ceci c'est ce que Dieu donne à l'homme, c'est la part de la nature qui lui revient. Bon, on est revenu de tout ça, mais aujourd'hui il y a une transition qui reste à faire et notamment dans encore certaines mers européennes.
Et du coup, donc, effectivement, pour gérer ces espèces, etc., donc l'Europe met en place des quotas, donc des quotas de pêche. Mais est-ce que cette pratique de mettre des quotas est une méthode efficace? C'est-à-dire, vous avez dit, voilà, il faut s'assurer que, entre guillemets, les poissons puissent se reproduire et qu'on puisse maintenir les stocks. Est-ce que le fait d'avoir mis en place ces quotas européens, bah, on a pu voir des stocks de poissons qui étaient relativement faibles, bah, pouvoir se redévelopper et du coup bah, permettre à plus tard d'avoir un peu plus de pêche parce que bah, du coup les poissons avaient pu se régénérer, les stocks de poissons avaient pu se régénérer. Oui, alors il faut savoir que la dynamique de population des poissons est assez différente enfin, c'est la reproduction des poissons qui est assez différente de la reproduction des mammifères. Donc les poissons se reproduisent très vite. Ce qui fait que si vous interdisez la pêche d'une espèce de poisson, ça va vite remonter. Et on le constate, hein, il y a eu des moratoires dans les années précédentes sur certains. Alors ça fait longtemps qu'il n'y a plus de moratoires. Il y a eu des moratoires dans les années 90 sur l'anchois, par exemple. Bah, l'anchois est revenu assez rapidement. Donc ce que je peux donner comme exemple pour illustrer que justement les quotas, ça marche, donc on est capable de se restreindre, et bien on peut faire augmenter les choses. Là aussi, c'est assez paradoxal, mais par exemple, dans les 15 dernières années, donc depuis en gros 2005-2006, eh bien, la biomasse de poissons dans l'Atlantique Nord-Est, donc dans les eaux qui nous baignent, enfin, Atlantique Nord-Est, mer du Nord, Manche, eh bien, cette biomasse de poissons a augmenté de 50%. Et ça, c'est vraiment lié à la mise en place des quotas dans cette zone qui ont permis, en fait, en voilà, restreignant l'effort de pêche, eh bien, d'augmenter la quantité de poissons qui est présent dans l'eau. Et donc, finalement, de façon assez intéressante, qui permet après d'augmenter les quotas. Donc, vous voyez que c'est un équilibre où vous êtes tout le temps sur un fil un peu tendu, où vous pouvez tomber d'un côté ou de l'autre. Ouais, Et puis, le contre-exemple, c'est la mer Méditerranée. En Méditerranée, il n'y a pas de quotas qui ont été mis en place, parce que la gestion en Méditerranée, c'est d'une complexité absolument épouvantable. Autant la Manche, la mer du Nord, l'Atlantique, bon, on est un peu tout seul, en tout cas pour ce qui concerne les eaux qui sont du côté de chez nous. Enfin, maintenant, il y a les Britanniques. Mais en Méditerranée, vous avez tellement de pays que c'est un peu compliqué d'avancer sur ça. Et en Méditerranée, aujourd'hui, vous avez de façon assez large des stocks de poissons qui sont surpêchés. Et donc, on voit bien que cette politique des quotas a fonctionné en Atlantique Nord-Est, et là où elle n'a pas été appliquée, bah, il n'y a aucun résultat. Enfin, aucun résultat. Disons que la situation est quand même très compliquée en Méditerranée. Et du coup, enfin, pour rester sur ces questions de la Méditerranée où de facto en fait il y a de la surpêche parce que c'est un peu, le stock de poissons est impossible, enfin est impossible. On n'arrive pas à gérer ces stocks de poissons avec tant de pays qui sont qui ont accès à ça. Est-ce qu'au final on se résigne au fait qu'à long terme bah, il y aura plus de poissons en Méditerranée, ou comment on fait pour essayer d'amener un peu tout le monde autour de la Méditerranée à jouer le jeu? Alors la prise de conscience du sujet de la surpêche en Méditerranée est arrivée plus tardivement qu'en Atlantique, et une des difficultés en Méditerranée, c'est aussi qu'il y a assez peu d'évaluation des stocks de poissons. Or, vous avez besoin d'évaluer la réalité du stock de poissons si vous voulez décider les quotas pour l'année d'après. Tout ça, ça demande de la recherche, des relevés scientifiques sérieux, bien encadrés. Et la Méditerranée, c'est vrai, est partie très en retard. Et donc, c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un manque d'évaluation. Il faut savoir qu'en Méditerranée, il y a quand même deux espèces de poissons qui sont sous quota, le thon rouge et l'espadon. Or, le thon rouge, si vous avez suivi un petit peu l'actualité, eh bien, il y a eu un quasi-moratoire il y a un peu plus de 5 ans. Et bien, ce moratoire a marché. Ce moratoire a marché, en tout cas, ces quotas extrêmement restreints ont fonctionné, puisque aujourd'hui, le thon rouge est revenu. Donc, quand on vous dit ne mangez pas de thon rouge dans vos sushis, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, le thon qui est pêché dans l'océan Atlantique et la Méditerranée, le thon rouge, il est pêché de façon durable. Donc, on a retrouvé une possibilité, et du coup, on pêche plus d'ailleurs qu'il y a quelques années, parce qu'on a retrouvé ces niveaux. Voilà. Ok. Et alors, on parlait donc de la question de ces stocks halieutiques, comme vous dites. Et donc, il y a de côté l'impact humain, entre guillemets, l'effet de la pêche. Mais maintenant, on le voit maintenant dans les débats, il y a une autre dimension qui arrive, c'est avec la dimension du changement climatique. Comment est-ce que le changement climatique, d'une part, peut avoir un effet sur les ressources halieutiques? Et est-ce qu'on réussit à modéliser un petit peu cette évolution et du coup à prendre de l'avance, à prendre le problème en amont?
Alors, juste pour reprendre une expression que vous avez évoquée dans la question précédente, vous avez dit, est-ce qu'on se résigne à vider la mer? Il faut savoir que je n'ai pas trouvé d'exemple concret, mais je fais confiance aux chercheurs qui me l'ont dit. Il y a quasiment, je crois qu'il y a en tout et pour tout 2 espèces qui ont disparu de la surface du globe à cause de la pêche. Alors, on se dit, mais comment ça se fait que c'est si peu, alors que dans les espèces terrestres, il y en a quand même un certain nombre qui ont disparu du fait du braconnage, de la chasse. Et je vous ai expliqué déjà que les poissons se reproduisent assez rapidement, enfin très rapidement même. Donc, il y a une dynamique de population qui fait qu'ils se reproduisent très vite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous ne viderez jamais la mer parce que le dernier poisson que vous voudrez pêcher, ça coûtera tellement cher d'aller le pêcher que bien souvent les pêcheries cessent leur activité à partir du moment où les stocks de poissons sont tombés trop bas. Et si le stock de poissons est tombé trop bas, il va pouvoir repartir si on arrête de pêcher. Mais jamais une pêcherie continue à pêcher un poisson. Alors je prends toujours l'exemple du dernier poisson, parce que c'est dire trouver le dernier poisson d'une espèce dans la mer Méditerranée, vous imaginez les efforts. Ouais, bien sûr. Voilà, donc en fait, au bout d'un moment, quand le poisson est tellement rare, le poisson devient tellement rare que les flottes de pêche arrêtent de pêcher parce que ça n'est plus rentable. Mais sauf que les poissons, ils sont toujours là, ils sont juste disséminés, un petit peu rares. Il faut bien l'avoir en tête parce que il y a eu quelques années un article qui a été un article dans une revue scientifique qui avait fait une extrapolation tout à fait bête, linéaire, c'est-à-dire qu'il regardait le volume, le taux de baisse des stocks de poissons, et puis il déclarait qu'en 2048, il n'y aurait plus de poissons dans les océans. Oui, mais c'est sans compter le fait que au bout d'un moment, vous arrêtez de pêcher s'il n'y en a plus beaucoup, ça vous coûte beaucoup trop cher. Et vous m'avez posé une autre question, le changement climatique. Ah, changement climatique, ça c'est intéressant. Quand j'étais étudiant en thèse de doctorat, c'était il y a longtemps, il y a 15 ans, il y avait des premières estimations qui étaient faites et qui commençaient à dire qu'en gros, les espèces maritimes migrent vers le nord à un rythme d'environ 25 km par an. Donc 250 km tous les 10 ans. Ça veut dire concrètement qu'en 10 ans, ce que vous pêchez au sud de la Bretagne, vous le retrouvez au nord de la Bretagne, pour prendre un exemple qui m'est cher. Alors c'était des premières estimations. J'ai constaté depuis ces 15 ans que c'est aujourd'hui le rythme qui est communément admis en Europe, c'est 25 km par an. Donc c'est tout à fait majeur. Et les pêcheurs, absolument pas quand ils ont commencé leur carrière. Donc tout ceci est en train de changer. Est-ce qu'on l'anticipe ? Moi, je trouve qu'on l'anticipe pas assez. Et en tout cas, on a aujourd'hui, et c'est un des messages que je passe régulièrement quand j'interviens sur le sujet, on a une politique commune des pêches qui fait peser l'action sur la seule activité de pêche. C'est-à-dire, en gros, si vous avez un stock de poissons qui diminue, c'est à cause de la pêche, et donc il faut limiter la pêche. Évidemment, si le stock de poissons diminue, c'est pas en augmentant la pêche que vous allez augmenter. Mais je prendrai des exemples tout bêtes. Il n'y a plus de cabillaud en mer Baltique. Mais le cabillaud en mer Baltique, même si vous arrêtez la pêche, enfin quand je dis il n'y en a plus, parce que oui, c'est trop cher d'aller les pêcher. Alors non, d'accord. Bientôt il n'y en aura plus. Bientôt il n'y en aura plus pour la simple bonne raison que s'il disparaît, ça n'est pas du simple fait de la pêche, même s'il a été pêché, c'est aussi à cause du réchauffement climatique. Or, si vous voulez, le cabillaud qui est en mer du Nord, il peut migrer vers le Nord. Donc il va quitter le sud de la mer du Nord pour aller plus nord. Mais en mer Baltique, vous ne pouvez pas migrer vers le Nord puisque la mer est fermée. Et donc en fait, l'espèce va s'éteindre en mer Baltique. Mais tout ce qu'on a réussi à faire pendant des années, c'était restreindre le plus possible la pêche. Or, ça n'avait aucun intérêt. Enfin, ça n'avait aucun intérêt. Disons que c'est pas ça qui allait empêcher le cabillaud de disparaître. Et là où c'est tout à fait problématique, et c'est ce qui s'est passé en mer Celtique, donc pas très loin de la Bretagne, c'est que
En fait, le cabillaud n'est plus une espèce qui est ciblée par les pêcheurs en mer Celtique, parce qu'il y en a plus beaucoup. Par contre, c'est une espèce qui peut se retrouver, ce qu'on appelle les espèces accessoires, c'est-à-dire, vous allez pêcher une autre espèce de poisson, puis de temps en temps, il y a un cabillaud qui passe, et puis vous le récupérez. Sauf que là où on n'était pas d'accord, c'est qu'il y avait des mesures qui étaient prises drastiques pour à tout prix éviter de choper le cabillaud. Mais si le cabillaud disparaît de la mer Celtique, ça n'est pas à cause de la pêche, c'est à cause du réchauffement climatique. Donc, c'est pas la peine de s'énerver sur les pêcheurs et de leur faire faire de mettre en place 1000 mesures techniques pour empêcher qu'ils chopent un cabillaud. De toute façon, le cabillaud va disparaître. Donc, va quitter cette zone géographique, cette zone géographique. Donc, si vous voulez, comme la politique commune des pêches aujourd'hui, elle se contente que d'agir sur la pêche, au final, ça donne des décisions qui sont parfois pas tout à fait cohérentes à mon sens. Et donc, ça, il va peut-être falloir se poser la question, effectivement, de voir comment est-ce qu'on les inclut. Et puis, il y a des grandes zones, alors, si vous regardez les zones de ce qu'on appelle le CIEM, qui est le Centre international pour l'exploration de la mer. Ça découpe l'espace maritime européen en zones qui initialement étaient des zones, des aires qui avaient une cohérence biologique, mais aujourd'hui avec le mouvement des stocks de poissons, ça correspond plus à rien. Donc en plus, vous avez des choses extrêmement compliquées en termes de prévision et d'intégration dans les politiques publiques, parce que les politiques publiques, elles se font sur ces zones, mais que les stocks de poissons, eux, ils sont complètement bougés. D'accord, ok, c'est intéressant. Alors j'ai une dernière question, enfin pas une dernière question, un dernier sujet en lien avec la pêche, et après on va changer un peu de thématique, enfin du moins de thématique sur la politique de la mer. On va parler un peu Brexit. Donc ça, on l'a vu ces dernières années, dans le cadre du Brexit, la pêche ça a été un peu, enfin pas la poire de discorde, mais une des grosses poires de discorde, notamment sur la fin, et jusqu'au bout du processus, on a vu que vraiment il y avait des grosses tensions autour de la pêche dans le cadre des négociations sur le Brexit. Alors que, objectivement, la pêche, je pense qu'on peut le dire, c'est un secteur qui est économiquement relativement petit, si on prend l'échelle de l'économie britannique ou de l'économie européenne. Donc comment est-ce que vous expliquez le fait que, pour un secteur si petit, les tensions soient montées aussi hautes ? Disons que il faut bien qu'on voit les choses de façon très simple. La pêche était le seul domaine sur lequel les Anglais avaient un avantage sur les Européens. Voilà, c'est le seul. Au fond, ils avaient absolument besoin d'avoir notre accès à notre marché, d'avoir un minimum de liberté de circulation des services, des biens, ainsi de suite, qui n'est pas tout à fait assuré puisqu'il y a des contrôles, mais ils avaient besoin d'avoir ce marché unique. Mais c'est vrai que le seul sujet sur lequel ils sont plutôt avantagés par rapport à nous, c'est que le poisson, il est dans les eaux, dans la zone exclusive économique britannique. Voilà, le poisson, il est là. Or, comme le Royaume-Uni appartenait à l'Union européenne, la zone exclusive économique sur les sujets pêche était communautarisée, et donc les pêcheurs de toute l'Europe pouvaient aller pêcher dans ces eaux-là. Et donc, les Britanniques l'ont utilisé comme un levier de négociation assez fort. Il faut bien voir que, certes, la pêche, c'est un secteur économique qui est relativement faible. Si on compare aux exportations, importations britanniques dans l'Union européenne, c'est évidemment plus petit, c'est même pas 1 pour 1000. Mais les conséquences socio-économiques sur les territoires littoraux auraient été tout à fait catastrophiques. Si demain, si c'est ce que je racontais, moi, quand à l'époque où se discutait encore, on ne savait pas si on allait sur des hard Brexit et ainsi de suite. Je disais, vous savez, un hard Brexit, ça veut dire les bateaux de pêche européens ne vont plus dans les eaux britanniques, c'est vous fermez le port de Lorient, c'est 6000 personnes qui y travaillent. Boulogne, c'est la même chose, c'est plus que 6000 personnes qui y travaillent. Donc vous avez un impact socio-économique qui est tout à fait majeur. Et puis vous savez, ce qu'on appelle les eaux britanniques, parce qu'ils nous font le coup de... d'ailleurs, moi-même, je viens de le dire, le poisson, il est dans la zone exclusive économique britannique. Mais avant que les Britanniques n'adhèrent à l'Union européenne, à la communauté économique européenne à l'époque, ces zones n'étaient pas britanniques. Puisqu'il se trouve que ce que je vous disais sur le fait que c'était en 1994 que la France a récupéré sa grande zone exclusive économique, en fait, les Britanniques, c'est un peu pareil. Ils ont récupéré une zone exclusive économique après leur entrée dans l'Union européenne. Et donc avant, ce que l'on appelle aujourd'hui les eaux britanniques poissonneuses, avant c'était des eaux internationales. Et donc tous les pêcheurs du monde étaient
tout à fait autorisés à venir pêcher dans ces eaux-là. Et c'est au fond pour ça que nous avons autant de revendications à aller pêcher dans ces eaux-là, c'est parce qu'en fait, nous y avons pêché pendant des décennies et des siècles avant que ça devienne des eaux britanniques, sans même qu'on s'en rende compte, puisqu'elles sont devenues des eaux britanniques pendant que le Royaume-Uni était dans la communauté économique européenne. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de complexité dans la mise en place de territoires maritimes qui s'est faite de façon plus ou moins franche, voire pas franche du tout, pas franche du tout. Je pense qu'il n'y avait pas de malhonnêteté de la part des Britanniques quand ils l'ont fait, mais toujours est-il que la création de la zone exclusive économique britannique s'est faite alors que le Royaume-Uni était dans l'Union européenne. Moi, je veux faire juste une remarque sur ce sujet-là, et vous m'excuserez de faire des circonvolutions et d'aller un petit peu plus loin, mais non, allez-y. Si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe entre la Grèce et la Turquie, les heurts qu'il y a en Méditerranée, les tensions, disons, qu'il y a en Méditerranée aujourd'hui entre la Grèce et la Turquie, c'est une question d'établissement de frontières maritimes. Là, ce n'est pas les zones exclusives économiques, c'est même les eaux territoriales, où on voit une Turquie qui ne veut surtout pas d'une Grèce qui établirait. Alors en Grèce, il n'y a pas de zone exclusive économique, hein, sinon c'est la guerre avec la Turquie directement, parce que si la Grèce devait établir une zone exclusive économique, les Turcs ne peuvent plus sortir quasiment de chez eux. Et pareil pour les eaux territoriales. Et puis si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui en mer de Chine, vous avez aussi des tensions en mer de Chine, et là, vous avez la Chine qui est même en train de construire des îlots artificiels au milieu de la mer de Chine, et le revendiquer territoire national, et donc acquérir une part de la mer, de la zone, de se créer une zone exclusive économique complémentaire. Voilà, tout ceci pour dire quand même que nous sommes dans une phase d'établissement de frontières maritimes, et si le XXe siècle a été un siècle de tension sur les frontières terrestres, il y a fort à parier que le 21e est d'ores et déjà un siècle de tension, j'espère beaucoup moins vif que celle du 20e siècle, mais cette fois-ci sur les frontières maritimes. Écoutez, on va rester sur cette question des frontières maritimes, puisque voilà, on a parlé du Brexit, on n'en est toujours pas sorti du Brexit, puisqu'on a encore vu il y a quelques semaines des nouvelles tensions entre la France et le Royaume-Uni, hein, mais pas que, hein, c'est d'une manière générale, c'est aussi avec l'Union européenne, puisqu'on a vu que le Royaume-Uni a refusé un certain nombre de licences de pêche pour les petits bateaux français, les petits bateaux de pêche français, autour des îles de l'île de Jersey. Alors on a vu encore une fois une grosse montée des tensions, on avait même entendu Monsieur Beaune à un moment dire qu'il faudrait couper l'électricité à Jersey en représailles. Donc c'est quoi en fait le problème aujourd'hui avec l'île de Jersey? Est-ce qu'il faut sanctionner les Anglais parce qu'ils ont pas donné les licences de pêche aux Français? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que de façon fort logique, ça a été négocié comme ça dans le traité de commerce avec le Royaume-Uni. Les navires de pêche qui prétendent vouloir aller naviguer, et pêcher dans les eaux de Jersey, ou bien d'ailleurs dans les eaux côtières britanniques, c'est la même chose, et ça c'est plus des navires boulonnais qui sont concernés par ça. Jersey, c'est plus des navires bretons et normands. Donc, il faut avoir une licence pour pouvoir aller dans les eaux territoriales, ce qu'on appelle les eaux côtières entre 6 et 12 000, parce que vous n'êtes plus tout à fait sur le même régime international. Pourtant, les zones exclusives économiques, c'est pas des eaux territoriales, c'est-à-dire il n'y a pas une souveraineté totale qui s'exerce. Autant sur les 6-12 000, vous êtes comme si vous étiez sur le territoire national britannique ou de Jersey. La condition qui a été posée pour pouvoir avoir ces licences, au fond, c'est une condition de bonne conservation et de bonne gestion. C'est de dire, nous délivrerons des licences, donc les autorités de Jersey et les autorités britanniques, nous délivrerons des licences pour les navires qui peuvent prouver qu'ils ont eu une activité par le passé. De façon à ce que n'importe qui ne débarque pas en disant tiens, moi je m'installe et puis je m'y mets et puis je vais pêcher. Je vais pêcher. Après il y a trop de bateaux et la pêche n'est pas durable. Seulement, voilà une belle occasion pour nos amis britanniques et pour nos amis de Jersey de faire monter les enchères politiques. Sur
la partie des eaux territoriales britanniques, il y a un John qui est quand même très ennuyé par la façon dont le Brexit est en train de se mettre en œuvre dans son pays, avec les travailleurs européens qui ont été priés de plier bagages, et donc il n'y a plus personne pour conduire des camions. J'entendais aussi un patron pêcheur britannique expliquer qu'il n'avait plus de marins pêcheurs pour embarquer avec lui, et que donc son bateau restait à quai. Donc il était très content d'avoir des quotas en plus grâce à l'accord, mais il ne peut pas aller les pêcher. Donc il était pas vraiment ravi, et quand il les pêche, il n'est pas sûr d'avoir un camion pour embarquer la marchandise. Donc ça se passe un peu difficilement, et donc Johnson trouve une bonne occasion d'énerver les Européens et les Français, de susciter une réaction d'opposition de la part des Français et des Européens, et donc Johnson, ça lui permet de se retrouver face à une Europe qui veut sanctionner les Anglais, et donc il se positionne dans sa position préférée, c'est celui de pourfendeur de l'Europe et défenseur de la veuve et de l'orphelin britannique. Ça, c'est pour les Britanniques. Et à Jersey, bon, il y a toujours eu la volonté de Jersey de mettre un petit peu dehors les pêcheurs français. Ils trouvent qu'il y a trop de pêcheurs français dans leurs eaux, et de fait, comme il y a trop de pêcheurs français, mais là aussi c'est une histoire, c'est lié à l'histoire. C'est parce que historiquement, il y avait plus de pêcheurs français que de pêcheurs jersiais qui pêchaient dans les eaux qui n'étaient pas les eaux de Jersey. C'est l'histoire on se retrouve à l'histoire des territoires, oui, bien sûr. Voilà. Et donc, en fait, les bateaux français étaient là majoritairement pendant des années. Et maintenant, les Jersiais, ils se disent, bah, tiens, on aimerait bien aller y pêcher ou pas. Donc, ils essayent, si vous voulez, de nous faire sortir par la fenêtre, alors qu'ils n'ont pas réussi à nous faire sortir par la porte. Donc, ils jouent un peu un jeu pour Un peu trouble, ouais. C'est un jeu de malhonnête. Donc, je pense qu'on est assez fondé à expliquer au Royaume-Uni que pas non plus qu'ils se moquent de nous, quoi. Enfin, au gouvernement du Royaume-Uni, il ne faut pas qu'ils se moquent de nous. Et à Jersey, de la même façon, ils ne peuvent pas comme ça unilatéralement bloquer les choses dont on considère qu'elles sont claires pour nous. Et du coup, je vois Goulran dans le chat qui dit qu'apparemment, il a vu dans le Figaro, il ou elle a vu dans le Figaro, qu'apparemment, il y a un officiel français qui a annoncé que des mesures coercitives allaient être mises en place sous peu contre les Anglais, justement, dans cette affaire. Oui, absolument. Il y a un communiqué de presse qui vient de tomber il y a 30 minutes, qui vient de tomber du ministère de la Mer et du ministère des Affaires européennes, qui annonce en effet que, et je vais le retrouver pour qui annonce effectivement des mesures de rétorsion à partir du 2 novembre si les licences ne sont pas délivrées conformément à l'accord, parce que tout ceci est dans l'accord quand même. Ouais, bien sûr. Mais et du coup exceptionnel. Et du coup, on parle de quoi comme sanction? Alors voilà, parmi alors, c'est pas des sanctions, c'est des mesures de rétorsion. D'accord. Attention, le vocabulaire est important. On fait de la diplomatie. Les bateaux de pêche britanniques ne pourront plus débarquer dans les ports français. C'est le cas aujourd'hui des bateaux de pêche de Jersey. Les bateaux de pêche de Jersey, leur marché, ce n'est pas Jersey, c'est la France. Bien sûr. Et donc aujourd'hui, les bateaux de pêche de Jersey, ils débarquent à Granville et à Saint-Malo. Et donc la France va fermer l'accès de ces ports, ce qu'elle a le droit de faire, aux bateaux de Jersey. Donc ils sont bien malins de vouloir pêcher ce qu'on ne peut plus pêcher, mais ils ne pourront pas le débarquer, ils ne pourront pas le vendre. Renforcement des contrôles sanitaires et douaniers, contrôle systématique de sécurité des navires britanniques, voilà, quand ils sont en France, et renforcement des contrôles des camions à destination et en provenance du Royaume-Uni. Voilà. D'accord, ouais, donc on serre la vis. Voilà, au-delà de ça, parce que ça c'est une mesure purement française, ce sont des mesures purement françaises, la France demande aussi à la Commission européenne de réunir ce qu'on appelle le Conseil de partenariat, donc c'est un machin qui permet de discuter autour d'une table de la mise en œuvre de cet accord. Et justement sur ça, désolé, je vous interromps parce que j'ai une question qui est en rapport avec ça, qui vient du chat. Est-ce que, Goulan toujours qui demande si le fait que dans cette affaire sur Jersey, qui est principalement, on l'a dit, une affaire entre les Français et les Britanniques, le fait qu'il y ait une couche européenne, est-ce que quelque part ça rajoute pas une couche de complexité inutile?
Alors ça, j'allais dire, c'est la première réaction que j'ai eue quand j'ai lu les articles relatifs à la pêche dans le traité de commerce, l'accord de commerce. Hmm. Il y a effectivement une chose assez étonnante, c'est que jusqu'à présent, les relations entre la France et Jersey, ça se passait entre le gouvernement de Jersey, puisque c'était un gouvernement autonome, et puis le préfet de la région de Normandie. Qui en général détachait l'administrateur des affaires maritimes de Granville. Et puis, ça n'allait pas plus loin. Alors quand maintenant on voit que tout ceci doit passer par la Commission européenne, loin de moi de dire que la Commission européenne n'est pas compétente, là n'est pas le problème. C'est simplement la Commission européenne, on ne va pas lui demander de s'occuper du confetti dans le creux de la baie du Mont-Saint-Michel, quoi. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Et elle est honnêtement pas outillé, ni en nombre de personnes, ni en ressources humaines. C'est pas son boulot, quoi, de gérer comme ça des licences. Et pourtant, ça passe par là. Donc, de la même façon, moi, j'avais assez rapidement dit qu'il y avait un truc qui s'appelait le traité de la baie de Granville qui gérait les négociations, voilà, à un niveau local. Il va falloir quand même songer à revenir à un niveau un peu plus local, parce que honnêtement, que ça passe par Paris, Bruxelles, pour arriver à Jersey, c'est quand même un petit peu un marteau pilon pour écraser une mouche, comme on dit. D'accord. Alors écoutez, je vous propose qu'on arrête de parler de pêche. On a parlé beaucoup de pêche, on va essayer de couvrir un peu d'autres sujets, hein, parce que la mer, c'est pas que la pêche. Je vous propose qu'on parle un petit peu de transport. Alors le transport maritime, souvent on s'en rend pas compte, mais c'est un peu essentiel, hein, pour nos économies. On se souvient cette année lorsqu'il y avait eu le canal de Suez qui avait été bloqué par un bateau qui avait pris ça un peu de travers. Ça avait eu pas mal d'impact sur les chaînes d'approvisionnement en Europe et dans le monde d'ailleurs, hein. Ça a eu des gros impacts. À quel point vous diriez que l'économie européenne dépend de ce transport maritime? Eh ben, c'est pas compliqué, 90% des biens qu'on importe dans l'Union européenne sont arrivés en bateau. Voilà. Donc 90% du commerce mondial, c'est des bateaux. Le reste, c'est des avions et c'est des camions, mais c'est bateaux. Donc, si vous voulez, tout passe par la mer. Et quand vous avez ce chiffre en tête, vous comprenez l'importance stratégique de la maîtrise des chaînes portuaires, des chaînes logistiques, bateaux et ports. Et donc, c'est tellement important qu'il y a une politique assez forte menée sur cette question de l'aménagement des ports et le fait de conserver leur compétitivité. Et du coup, au niveau européen, comment l'Union européenne apporte ces questions du transport? Enfin, c'est quoi le grain de sel européen là-dedans? Alors, il y a historiquement la mise en place d'une politique de transport, hein, qui finance, avec le budget de l'Union européenne, des investissements dans les points clés des réseaux de transport. Évidemment, les ports en font partie. Les ports en font partie parce que c'est là où on va faire entrer, hein, c'est les premières portes d'entrée des marchandises. Et donc, il faut les rendre. Et quand je dis compétitifs, ça veut dire que si vous avez des ports où vous avez 3 jours d'attente avant de pouvoir débarquer vos caisses, c'est pas tout à fait pareil que des ports où vous attendez 15 jours. Or, aujourd'hui, on voit dans le monde des endroits où les investissements n'ont pas été faits et où les temps d'attente sont de 15 jours. Et ça va donc sensiblement modifier le prix du transport. Si aujourd'hui, on peut finalement se payer énormément de biens à un prix relativement modique, c'est parce qu'à un moment, on a mis en place un transport, enfin c'est la globalisation, hein, c'est l'autre nom de la globalisation, c'est le conteneur maritime. Aujourd'hui, vous avez des bateaux absolument énormes qui ont fait chuter le prix de la tonne transportée de façon tellement drastique que ça ne se sent même plus le coût du transport dans ce que vous achetez. Et bien souvent, les produits que vous achetez made in China coûtent moins cher que les produits que vous achetez made in France, alors qu'ils ont fait nettement plus de kilomètres. D'accord. Et alors, cette année, au cours des dernières années, de ces 2 dernières années, avec le Covid, ça a eu un impact évidemment sur les chaînes d'approvisionnement. Et on a vu la réémergence d'une tendance à dire faudrait réindustrialiser l'Europe pour lui permettre d'être un peu autonome et de moins dépendre de l'extérieur en cas de problème. Est-ce que quelque part cette nouvelle tendance à la réindustrialisation et cette idée d'autonomie européenne, hein, dans toutes ces dimensions, ça va avoir un impact sur des pays qui ont
qui ont basé une partie de leur économie sur la manne économique que représentait le transport maritime. Par exemple, la Hollande. Alors, de là à imaginer que nous allons tout relocaliser sur le continent européen, moi je crois Oui, que va non plus se faire trop d'illusions. On comprend bien, et c'est tout le travail qui est fait aujourd'hui, on comprend bien que produire un certain nombre de produits à valeur ajoutée intéressante, ça peut s'envisager dans le système européen, mais il y a énormément de produits de grande consommation qui ont peu de valeur ajoutée, qu'on n'arrivera de toute façon pas à relocaliser parce qu'on ne trouvera pas les équilibres économiques pour ce faire. Or, en général, ce sont des biens qui vont être assez volumineux, faits en grande quantité. Donc, on va avoir toujours besoin de ces bateaux qui feront le trajet. Et puis, au fond, on dit relocaliser, notamment sur les aspects environnement. Si demain, on a des bateaux qui peuvent transporter sans émettre de gaz à effet de serre, bon, le transport maritime sera un peu moins un problème quand même. Et une autre question de Goulran dans le chat qui pose la question comment est-ce que l'Europe agit pour protéger les infrastructures portuaires et de la part de puissances étrangères. Et il fait notamment référence au port du Pirée en Grèce, puisque le port du Pirée avait été racheté par la Chine au moment de la crise économique là-bas. Donc qu'est-ce que l'UE fait pour protéger? Est-ce que l'UE déjà agit pour essayer de protéger ces infrastructures qu'on pourrait dire qui sont stratégiques dans un certain nombre de cas? Bah écoutez, c'était précisément ce matin l'objet d'un débat en commission de transport. Où justement j'interrogeais la Commission européenne sur comment vous faites en sorte que des ports entiers ne soient pas sous intérêt chinois. Pas dire que la réponse était totalement satisfaisante parce que comme bien souvent l'Europe c'est un peu les journées portes ouvertes en permanence. On aime bien les échanges avec le monde, on est la première puissance commerciale du monde, tant mieux qu'on aime bien les échanges avec le monde, mais enfin on ne peut pas mettre toujours en concurrence nos infrastructures, nos industries avec le reste du monde sans nous poser des questions sur les conséquences. La réponse qui m'a été faite d'ailleurs sur le Pirée, c'était intéressant parce que certains intervenants faisaient remarquer que quand les Chinois ont racheté, alors ils ont racheté des terminaux, ils ont racheté le port, ils avaient promis tout un tas d'investissements. Ils avaient promis une gestion avec le développement d'autres choses. Il y a des choses qui ont été faites, mais ce que je comprends, c'est que par rapport aux promesses qui avaient été faites, elles sont loin d'avoir été tenues. Et aujourd'hui, il y a pas mal de contestations des habitants du Pirée sur la façon dont les travaux sont faits sans respect des normes environnementales européennes. Donc aujourd'hui, on voit que certes, on peut craindre une ingérence, du moins une prise en main des Chinois notamment, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait aussi simple. Néanmoins, aujourd'hui, moi je considère que notre réponse en termes de protection de nos intérêts stratégiques, nos ports sont des intérêts stratégiques. Enfin, si demain vous avez des bateaux de commerce européens qui ne peuvent plus débarquer dans certains ports, ça va quand même être un vrai problème en termes d'approvisionnement et de sécurisation des approvisionnements de l'Europe. Donc c'est pour ça qu'il y a probablement à revoir un petit peu. Et il se trouve que le grand projet de nouvelle route de la soie de la Chine fait suffisamment peur pour qu'on commence à se bouger. Voilà. Mais honnêtement, aujourd'hui, on est encore un peu léger. Et du coup, puisque vous parlez de la Chine, j'avais une question moi aussi de mon côté sur ça, plus sur la dimension géopolitique de la politique de la mer. Donc on sait que la Chine est un acteur qui est devenu relativement agressif en mer. Hein. On voit en mer de Chine et au-delà, on sait que la Chine ne reste pas neutre et j'allais dire innocente, mais non, c'est pas une question d'innocence, mais c'est plus une question de passivité. Hein. Comme vous l'avez dit, ils créent des îles artificielles, ils ont prononcé unilatéralement des zones où les autres bateaux ne sont pas censés traverser parce qu'ils considèrent ça comme leurs eaux territoriales, ce genre de choses. Est-ce que vous pensez que, enfin d'une part, est-ce que vous, cette question de la Chine et de son agressivité dans la politique maritime, c'est quelque chose qui vous affecte dans vos activités dans vos travaux sur la politique de la mer? Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte ou pour vous c'est quelque chose qui relève plus des affaires étrangères, c'est quelque chose qui est un peu plus loin de votre travail parlementaire à vous?
Alors, j'ai illustré ce matin les Ouais, débats que nous avions en commission transport, donc c'est en quelque sorte une première réponse à votre question. Par ailleurs, d'ailleurs, c'est demain, nous allons avoir un échange sur le rôle de la Chine sur la pêche illégale dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, il nous semble, même si tout ceci relève de témoignages, de reportages, de documentaires, il semble de plus en plus que la Chine joue un jeu de prédation très agressive des protéines de poisson. Je le dis comme ça parce que la question, c'est comment nourrir la population chinoise. Et donc, cette politique très agressive, ça se traduit par une partie de financement plus ou moins clair, plus ou moins direct de bateaux de pêche illégaux qui pratiquent la pêche en dehors de tout cadre réglementaire. Si vous avez des flottes de pêche qui parcourent le monde entier et qui pêchent sans cadre réglementaire, concrètement, c'est le meilleur moyen pour, j'allais dire, vider les océans. Ça va pas être les vider, mais enfin, toujours est-il que ça va faire chuter profondément un certain nombre de stocks de poissons. Et donc, si vous avez l'ensemble des stocks de poissons qui tombent, vous allez avoir un problème pour l'ensemble du monde. Donc demain, on aura un échange là-dessus. Il est vrai que vous ne pouvez pas prétendre avoir une influence internationale si vous n'avez pas un minimum une présence maritime. Aujourd'hui, la Chine construit l'équivalent de la marine nationale française tous les ans. C'est vous dire le niveau en termes de tonnage, en termes de tonnage. Aujourd'hui, en termes techniques, il reste une supériorité technologique des marines occidentales, mais quand vous voyez qu'en tonnage, c'est l'équivalent de la marine nationale qui est fabriquée tous les ans par la marine chinoise, ça a de quoi inquiéter. Voilà, on est dans un jeu je ne sais pas si c'est un jeu, mais on est dans un jeu de confrontation. Et donc, la Chine met en avant les outils qui sont à la portée des puissances pour affirmer sa présence, pour affirmer sa volonté d'être un grand acteur dans le monde. Mais au fond, je dirais, même si ce n'est pas fait exactement de la même façon, nous avons des bateaux de pêche dans le monde entier. Quand je dis nous, ce sont les Européens. Nous avons des bâtiments de guerre qui croisent sur tous les océans. Et nous avons même fait, et nous s'en sommes vantés avec grand bruit, et quand je dis nous, ce sont les Français, qui ont fait émerger un sous-marin nucléaire d'attaque au milieu de la mer de Chine. Aujourd'hui, ce qui signifie que les Européens, les Français ont une capacité de projection d'un navire furtif, donc un sous-marin, au nez et à la barbe des Chinois, ce qu'ils ne sont pas capables de faire eux. C'est pour ça que je disais qu'on a encore une supériorité technologique, ce qu'ils ne seraient pas capables de faire eux. Mais c'est, j'allais dire, des outils diplomatiques en fait. Et donc la Chine utilise l'ensemble de ces outils diplomatiques. et toujours sur cette question, justement de la marine, dans le cadre des efforts justement, pour projeter la puissance, des différents États, là je parle pas de la Chine, je parle notamment des États-Unis, il y a notamment cette pratique d'avoir notamment de la marine américaine qui est déployée pour sécuriser les routes commerciales internationales. Les routes maritimes commerciales. Est-ce que l'Europe, elle déploie un effort similaire pour participer à cette sécurisation, ou est-ce que c'est quelque chose qui relève uniquement entre guillemets, des compétences nationales et l'Europe n'a rien à voir là-dedans? Alors, ça dépend de ce que vous appelez l'Europe. L'Union européenne en tant que telle a relativement peu de De missions compétences, ouais. comme celle-ci, parce qu'effectivement, il y a une question de compétences dont elle ne dispose pas. Par contre, elle est le lieu de dialogue entre les États membres. Et il se trouve qu'il y a régulièrement des missions qui sont mises en place par différents États membres. Je vais dire, la marine autrichienne intervient relativement peu dans ces questions, mais évidemment, pour les grands pays maritimes de l'Union européenne, il y a régulièrement des missions communes de lutte contre la piraterie de façon à sécuriser les accès, les accès, les routes maritimes qui sont empruntées par les navires qui sont les nôtres. D'accord.
Alors dernier sujet dans ma to-do list, sur l'édition sur que j'avais déjà, remarqué dans la politique, maritime, c'est la question de l'énergie. On parle souvent, enfin souvent, on parle maintenant de la question des éoliennes maritimes et même des hydroliennes. Donc les hydroliennes, c'est les éoliennes mais qui sont sous la mer, comme une possible voie pour accroître, la part des énergies renouvelables dans notre mix énergétique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est viable comme technologie d'un point de vue économique, d'un point de vue technologique, mais aussi en termes de coexistence avec les autres aspects de l'économie maritime, que ce soit le transport ou la pêche? Alors effectivement, on aurait tort de penser qu'en mer, il n'y a rien. Et c'est pour ça que je vous parlais des quatre dimensions de la mer. Parce que dans un même point de la mer peut être à la fois un endroit où va passer un bateau de pêche, puis un bateau de plaisance, puis un bateau de commerce. C'est peut-être un endroit où quelqu'un va faire de la plongée, puis c'est un endroit où vous pouvez planter une éolienne ou mettre une éolienne flottante ou mettre une hydrolienne en dessous. Donc vous voyez bien que tout ceci peut soit très bien cohabiter, là, le bateau de pêche, qui est ensuite le bateau de plaisance, le bateau de commerce, l'essentiel c'est qu'ils ne se rendent pas dedans, mais enfin tout le monde peut cohabiter sur un même point. Et c'est ça qui rend les choses très différentes de la Terre. À Terre, quand vous avez une zone, la plupart des emprises terrestres sont d'ailleurs propriété de quelqu'un. La mer n'est propriété de personne. Parce que voilà, vous avez ces usages qui viennent se confronter. Maintenant, le problème des éoliennes, des hydroliennes, c'est qu'elles viennent figer une part des espaces maritimes. Alors, l'Union européenne, dès 2000, je pense que c'est 2014, il y a eu une directive qui a été adoptée qui demande aux États membres d'établir une planification spatiale maritime, de façon à ce que, au regard du développement de ces nouvelles activités maritimes, comme les énergies marines renouvelables, eh bien, on puisse donner une espèce de document cadre global sur, voilà, dans telle zone, on fera plutôt ce genre de choses ou plutôt ce genre de choses. Et donc, ce travail a été fait sur l'ensemble des côtes européennes et permet a priori de faciliter l'implantation de ces éoliennes, mais en prenant en compte le fait qu'il peut y avoir d'autres usages. Si je prends un exemple sur ces éoliennes, alors des éoliennes, il y en a depuis plus de 20 ans au Danemark, en mer. Ils ont démonté le premier champ éolien qui avait été installé. Donc quand en France, on n'en a pas encore installé une seule, le Danemark est déjà en train de démonter les premières. Et j'ose imaginer que les Danois ne sont pas des farfelus dépensiers qui ont planté des éoliennes rien que pour le plaisir de payer l'électricité très cher. Et si vous regardez l'attribution des derniers champs éoliens en France, je pense notamment à celui de Dunkerque, il a été attribué sans subvention et sans tarif de garantie de rachat de l'électricité. C'est-à-dire que c'est au prix du marché. Donc les éoliennes aujourd'hui sont tout à fait compétitives. Les premières éoliennes, les premiers champs qui ont été attribués à des prix relativement plus élevés que les prix du marché de l'électricité, parce qu'en fait, il fallait installer une filière industrielle pour pouvoir fabriquer, construire tous ces éléments, et tout ça, il faut bien financer cet investissement. Donc aujourd'hui, on a un potentiel tout à fait important, et si vous prenez les éoliennes flottantes, vous avez en gros 3 zones dans le monde où vous avez ce qu'on appelle un gisement d'éoliens flottants, c'est-à-dire des endroits où vous pouvez installer des éoliennes et ça va produire de l'électricité, parce que les éoliennes flottantes, vous ne pouvez pas les mettre, les ancrer à 4000 mètres de fond, donc en gros c'est entre 50 et 200 mètres, il faut qu'il y ait du vent, il faut qu'il y ait une houle à peu près correcte, et donc en fait les 3 zones concernées, c'est l'ouest des États-Unis, l'est des États-Unis et l'ouest de l'Europe, donc la façade atlantique. On a un potentiel, on parlait de réindustrialisation, on a un potentiel de développement d'industrie pour construire ces éoliennes, et puis on a le potentiel de faire de l'énergie. Je dis bien de l'énergie parce que au fond, soit vous les reliez à terre et vous faites de l'électricité avec ces éoliennes, soit elles sont tellement loin que peut-être demain, alors vous allez quand même faire de l'électricité, mais ensuite vous ferez l'électrolyse de l'eau et puis vous produirez l'hydrogène vert
dont on parle tant. Et donc c'est un potentiel de développement au large qui est tout à fait intéressant. Si vous regardez aujourd'hui le talus continental européen, il présente d'immenses superficies susceptibles de produire cette électricité verte. D'accord. Bah écoutez, moi je vois le temps qui passe. Je vais avoir la dernière question, un peu légère. On en a parlé un petit peu avant le début de l'interview. Vous m'aviez dit que vous avez regardé la série Parlement. Donc il y a une série de France Télévisions qui est sur le Parlement européen, qui a décrit les aventures d'un assistant parlementaire dont le patron est vice-président de la commission pêche. Et voilà, est-ce que vous avez trouvé que les activités de la commission pêche étaient bien représentées et qu'est-ce que vous pensez du feeling? Alors déjà, Michel Specklin n'est pas membre de la commission pêche pour de vrai, hein, je Oui, tiens à le oui. dire, j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ensuite, le feeling, c'est le fait de couper les ailerons des requins et de rejeter le requin, quoi. Donc on ne garde que les ailerons et on rejette le requin, ce qui est une pratique tout de même assez violente et qui est clairement qui peut remettre en cause pour le coup, le requin, il se reproduit pas aussi vite que les autres poissons. C'est un poisson qui est un peu particulier. Et donc, c'était mettre en danger tout ceci. Mais il faut savoir quand même que dans la vraie vie du Parlement européen, il y a un député qui s'est pointé pour parler du feeling avec un aileron de requin sur la tête, comme ça, un faux aileron de requin sur la tête. Donc, c'était même pas de la fiction, il avait vraiment son aileron de requin sur la tête. Et du coup, il a gagné. Alors, je ne sais plus, je ne sais plus ce qu'il a défendu. D'accord. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est avant que nous on commence notre débriefing et que vous alliez profiter de la fin de votre soirée, je propose de dire un dernier mot à notre audience avant d'y aller. Allez-y. Ah bah oui, alors que dire pour reprendre ce que je disais de façon un peu compliquée au début, il faut bien comprendre à quel point la mer, en tout cas pour des Français, c'est souvent vu comme la frontière qu'on n'arrive pas à dépasser. Or, la mer, en fait, c'est ce qui nous relie au reste du monde. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Ça doit nous permettre d'ouvrir nos horizons. Et aujourd'hui, une politique maritime européenne, elle a vraiment vocation à ouvrir des horizons. On a parlé d'horizons industriels, d'horizons vers les autres peuples, d'horizons commerciales. Hein, on n'en a pas le choix. Et puis, je finirai simplement, peut-être certains d'entre vous sont à Strasbourg. Mais j'aime bien Strasbourg parce que le Rhin passe pas loin, par là. Mais il y a aussi la source du Danube qui est à quelques kilomètres de Strasbourg. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ce que vous allez rejeter dans le Danube à quelques kilomètres de Strasbourg finira dans la mer Noire. Et donc, les mers, nos océans, sont les réceptacles de tout ce qu'on fait de travers sur Terre. Donc, il n'y a pas d'un côté les océans et d'un côté la Terre. Il y a un continuum entre les deux. Et si on veut sauver les baleines et sauver les tortues, en général, c'est pour ça qu'on devient océanographe, faut d'abord s'intéresser à ce qui se passe à Terre. Bah écoutez, vous avez entendu ça, chat, ne balancez pas des trucs, tout et n'importe quoi dans les rivières et les fleuves, ça finit dans la mer et c'est pas bon pour les tortues et les dauphins. Et même d'une manière générale, c'est pas bon pour l'environnement, donc ne le faites pas tout court. Pierre Kariski, merci encore d'être venu avec nous ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Chat, soyez sûr de le remercier. Suivez-le sur Twitter, vous voyez son lien sous le flux vidéo. Et bah écoutez, monsieur Kariski, à très bientôt, j'espère. Et chat, restez avec moi, on va commencer le débriefing. À très bientôt, monsieur. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Alors, commençons un peu notre débrief. Hop, je retire juste le zoom. Donnez-moi une demi-seconde. Bim bam boum, on est dedans. Ok, bah écoutez, c'était intéressant. Moi, comme je l'ai dit au début, politique de la mer, c'est pas, j'ai pas de grandes connaissances sur la politique de la mer. Hein, donc, écoutez, j'ai appris des trucs. C'était intéressant. J'espère que vous avez aussi appris des trucs. Hein. Alors, de quoi on a parlé? On a parlé, évidemment. J'ai commencé. Comme d'habitude avec les questions simples, est-ce que l'Europe est une puissance maritime? Non, on m'a dit, bon bah écoutez, j'aurais essayé, non, l'Europe n'est pas une puissance maritime, ce n'est que la somme de des puissances nationales au niveau maritime, hein, écoutez, c'est la règle du jeu. Même si c'est vrai, au début j'ai voulu faire mon malin en disant bah en fait il y a que les pays qui ont un bord de mer, qui ont de l'influence sur la politique maritime. Bah dit bah non, en fait le Luxembourg, il y a plein de bateaux qui sont immatriculés chez eux, donc ils ont un siège dans cette histoire, ils ont de l'influence, donc effectivement je suis passé un peu pour un con, mais bon voilà, j'ai appris un truc.
Que veut dire d'autre? Donc effectivement, la France est une puissance maritime, même s'il dit que historiquement, et c'est vrai, la France est plus, même si on est entre guillemets une puissance maritime, on reste une puissance qui est tournée vers la terre. Hein, on a laissé un peu la mer aux Anglais, aux Portugais, aux Espagnols, aux Génois en leur temps, etc. Mais on va dire que nos aventures maritimes ne sont pas toujours finies très bien. On se souvient de Trafalgar. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir aussi cette puissance à géométrie variable, hein, puisqu'il a dit voilà, la France est une grande puissance, hein, on a un grand bord de mer, on a une grosse flotte de pêche, mais à côté, bah, notre priorité politique est plus tournée vers la terre, et bah, du coup ça se paye derrière. De quoi il a parlé? Oui, j'ai noté que effectivement il a mentionné que la pêche est une compétence exclusive. Effectivement, la pêche, donc la gestion en fait, ce qui est exactement la compétence exclusive, c'est la gestion des stocks de pêche, etc. C'est une compétence exclusive de l'Union Européenne, qui est une des rares compétences exclusives. Je crois il y en a 5 des compétences exclusives, et donc parmi ça, il y a la compétence de pêche. C'est-à-dire qu'un État ne peut pas déterminer tout seul dans son coin, bah tiens, je vais me faire plaisir, je vais mettre je vais mettre un quota de pêche de tant de poissons sur ça, et tiens, sur cette autre région, je vais pas mettre de quota, etc. Non, tout ça c'est organisé au niveau européen. Donc comme il a expliqué, les quotas sont établis de manière un peu scientifique. En fait, c'est des simulations pour voir en fait quel est le point d'équilibre. Hein. C'est toujours cette idée, on doit marcher sur la ligne de crête où on pêche suffisamment pour que ça soit pour pouvoir maintenir effectivement les activités de pêche, et donc tout le bassin économique que ça crée autour sur le littoral. Mais pour autant, faut être du bon côté de la ligne de crête pour pas surpêcher, et du coup en fait tuer à long terme le stock, ou du moins réduire tellement le stock que ça devient économiquement pas viable d'aller faire de la pêche. Alors, on a beaucoup parlé aussi ZEE. Alors désolé, j'avais mes acronymes de mes années de droit quand j'ai étudié brièvement le droit de la mer, qui est très intéressant d'ailleurs. Le droit de la mer, vraiment je recommande, c'est assez cool le droit de la mer, avec les zones économiques exclusives, donc entre jusqu'à 12 000 milles nautiques, où les États ont leur mot à dire sur ce qui se passe d'un point de vue économique là-dedans, et à différencier des eaux territoriales qui sont en deçà, je crois que c'est 6 000 marins de mémoire. Où là par contre c'est le territoire national, hein, c'est comme si c'était t'étais sur la terre ferme, à 6000 marins, tu es dans le territoire national, et au-delà c'est une zone un peu entre les deux où tu as ton mot à dire, mais pour autant tu peux pas interdire d'accès à quelqu'un d'autre, et derrière tu as les eaux internationales. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, on a parlé aussi sur les quotas de pêche. J'ai posé la question, est-ce que ça fonctionne les quotas de pêche? Il m'a dit bah oui, effectivement ça fonctionne. On a vu des pratiques où en allant entre guillemets au stade ultime du quota, où on dépose des moratoires, c'est-à-dire on interdit complètement la pêche de certaines espèces. Donc il a dit que c'était dans les années 90 où il y a eu ça, et où du fait qu'on ait complètement interdit de la pêche pendant quelques années, ça a permis à ces poissons de se renouveler. Et il a mentionné que notamment les stocks sur certaines espèces de poissons, c'était renouvelé à plus de 50% en quelques années. Donc ici, l'avantage étant que on a parlé de la ZEE Grèce-Turquie. Oui, il en a parlé très brièvement, justement pour dire que il y a pas de, en fait, la Grèce et la Turquie n'ont pas de ZEE, parce qu'en fait, s'ils établissent une ZEE entre eux, en fait, c'est la guerre, parce que comme ils se reconnaissent pas mutuellement leurs eaux territoriales, en gros, si quand ça allait, en plus, ça allait s'instaurer des ZEE entre eux, ça allait créer encore plus de problèmes. Donc, effectivement, il a mentionné le fait que entre la Turquie et la Grèce, c'était extrêmement compliqué, ces questions des territoires maritimes. Et il a aussi expliqué, de manière assez intéressante d'ailleurs, quand on a parlé du Brexit, sur le fait que ces ZEE qui ont été créés qui ont été instaurés en 1994, donc les années 90, sont apparus, donc évidemment quand l'Union Européenne existait déjà, et ça a eu un impact sur le Brexit, parce qu'en fait on s'est retrouvé avec les Britanniques qui ont revendiqué des zones de pêche qui étaient dans leurs ZEE, mais ils disaient mais en fait cette zone économique exclusive, elle n'existait pas en 94, et donc avant c'était les zones internationales, donc tout le monde pouvait aller pêcher ça librement, et les Britanniques se retrouvent à revendiquer cette zone de pêche, et c'est d'autant plus
artificielle cette revendication, parce qu'il dit bah en fait ça a apparu quand ils étaient déjà dans l'Union Européenne, et comme ils étaient dans l'Union Européenne, bah en fait tout ça c'était communautarisé. Donc il n'y avait pas de distinction entre la zone économique française, la zone économique britannique, etc. Le pêcheur anglais pouvait pêcher dans les zones françaises, le pêcheur français pouvait pêcher dans la zone anglaise. Et donc soudainement, dans le cadre des négociations sur le Brexit, bah, ils ont revendiqué, bon voilà, c'est le jeu, hein, c'est le droit reconnaît qu'ils ont la ZDE, ils l'ont rendu, enfin ils l'ont revendiqué, même si c'était un peu artificiel, parce qu'apparemment, avant c'était des eaux internationales, donc tout le monde y allait, et même indépendamment des eaux internationales, bah, historiquement, les pêcheurs, ça fait des siècles qu'ils allaient pêcher là, sans se poser la question, quoi. Ce point de vue sur l'enjeu du XXe siècle est tellement vrai, il y a beaucoup de tensions dans le Pacifique. Oui, bah oui, bien sûr, le Pacifique, enfin, notamment la mer de Chine, c'est une bombe à retardement, cette histoire, parce que tu as beaucoup de pays qui revendiquent des îles. Alors, t'as notamment, je crois, t'as une zone, alors je me souviens jamais si c'est les îles Spratly ou d'autres. T'as une zone où je crois que c'est les îles Spratly, où il y a à la fois la Chine, Taïwan et le Japon qui revendiquent ces îles-là. Et où du coup ça se met sur la tronche en permanence sur ces îles-là. Et il a mentionné aussi le fait que bah, la Chine était en train de créer des îles artificielles pour établir des bases notamment, mais aussi pour essayer d'étendre artificiellement son territoire, puisque comme j'ai dit, le fait que quand tu as un territoire terrestre, tu as ta ZEE qui est à 12 000 marins autour de chaque point de cette île. Et donc du coup, la stratégie des Chinois, c'est de créer des îles artificielles, de dire ah bah c'est mon territoire, donc j'ai le droit à 12 000 marins autour de ça. Et donc du coup, ils conquièrent en fait des zones économiques supplémentaires à partir de ça. Et c'est du coup aussi à cause de ça, c'est aussi grâce à ça que nous-mêmes, les Français, il l'a dit au début, on a la zone économique exclusive la plus étendue d'Europe, au minimum, ou si ce n'est une des plus étendues au monde. Parce que bah, justement, comme on a des îles un peu partout, bah, du coup, bah, on a beaucoup de territoires marins grâce à ces 12 000 nautiques des zones économiques exclusives. Alors pour le moment, ces îles artificielles ne sont pas reconnues par les mariniers. Exactement, c'est ça. C'est pour ça que ça a donné je sais pas si non, t'étais pas encore là. À un moment donné, effectivement, j'ai parlé du fait que les Chinois revendiquaient ces eaux-là et que du coup, ils voulaient pas que les autres marines, les marines notamment occidentales, passent là. Et effectivement, il y a une politique. Il y a une Ah oui, d'accord, du monde, oui, effectivement. Donc c'est bien ce qui me semblait. Il me semblait bien qu'on avait les plus grandes ZDE du monde, mais j'étais plus très sûr, donc c'est pour ça que je ne suis pas trop avancé. Mais c'est ce que j'avais en tête aussi. Mais du coup, ouais, pour revenir à cette histoire d'eau, enfin de zone maritime chinoise, effectivement, comme c'était prononcé de manière unilatérale, les autres ont dit bah non, en fait, nous on reconnaît pas ça. C'est ton île artificielle, on s'en tape. C'est pas ta zone, économique exclusive. Donc on passera comme si de rien n'était. Donc effectivement, à chaque fois. Les marines passent dans le coin et à chaque fois il y a les avions chinois qui circulent, etc. Enfin c'est toujours un petit peu tendu. Et on avait eu un truc un peu similaire en mer Noire, puisque bah, comme vous le savez, la Crimée a été annexée par la Russie et du coup bah, ils ont dit bah voilà, la Crimée c'est à nous. Donc toute la zone exclusive autour de la Crimée c'est à nous aussi, donc on interdit le passage aux autres bateaux, y compris aux bateaux ukrainiens. Et du coup, en fait, ils bloquaient des bateaux de transport, enfin de bateaux de commerce, pour essayer de les empêcher en disant non, vous n'avez pas le droit de passer là, c'est territoire russe. On n'autorise pas à passer là. Et pareil, ils disent voilà, les bateaux ukrainiens, bah non, vous, on va même plus loin, on vous saisit parce que vous avez rien à faire ici, vous êtes en territoire russe. Donc effectivement, toute la question des ZEE, des territoires maritimes, bah c'est quelque chose qui est changeant, qui est très changeant, puisque effectivement, bah, on se retrouve avec cette pratique on crée des nouveaux territoires pour essayer de les... la Russie n'a pas menacé le HMS Queen Elizabeth récemment. C'est pas impossible, j'ai une histoire effectivement où il y a eu une tension avec les Britanniques. Où effectivement, enfin, ça c'est un truc assez régulier, à chaque fois qu'il y a des tensions en mer, les bateaux se visent mutuellement, et c'est un peu
C'est un peu celui qui clignera des yeux le premier. Mais effectivement, Bah, attendez, je vais même vérifier ça en direct, hein. Écoutez, je vais mettre une fenêtre. Alors, hop, je vais même changer la fenêtre, tac, vous voyez. HMS Queen Elizabeth. Oui, j'accepte, admettons. Yeah, c'est ça, carrière Jet Running. 5 jours, alors attends, on va aller dans les actualités. Blablabla. Non. Je pense pas que là, on veut pas utiliser la reine Elisabeth. Hey, merci pour le follow. Bah merde, écoute, j'ai paumé mon bout de truc. J'ai paumé mon machin. Mais effectivement, je l'ai vu dans le résultat ici dans la vidéo, on va pas se taper la vidéo, mais effectivement, il y a de la tension effectivement entre les Russes et les Britanniques à cause de ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon bout de papier? Parce que je blablate. Alors ça, je ne savais pas, il expliquait qu'il n'y avait que... alors c'est 2 ou 4 espèces de poissons qui ont disparu, qui ont complètement disparu. Ce qui est surprenant parce que je crois que chaque année, il y a plusieurs centaines plusieurs dizaines au moins d'espèces terrestres, animaux et plantes qui disparaissent de la surface de la planète, et il disait bah non, côté poisson, il y en a eu que 2 ou 4 parce que bah du coup le poisson se reproduit rapidement et bah comme il disait lui-même, le dernier poisson, bon courage pour le choper. Même s'il évoquait, bah, effectivement, après derrière, il y a l'impact climatique. Il expliquait que, bah, en moyenne, les poissons changent de zone de 25 km par an à cause du changement climatique. Et donc, il expliquait, bah voilà, c'est pour ça que le cabillaud dans la Baltique va disparaître parce que, bah, du coup, il est dans une mer fermée, et, bah, il peut pas aller plus au nord que ça. Pour les ZEE, c'est pas 200 000 nautiques. Alors. Zone économique exclusive. Un droit de la mer. Alors, effectivement, t'as un truc par rapport aussi au plateau continental, parce que tu dois prendre en compte les plateaux. Ah voilà, alors ok. Hop, bougez pas, je vous montre ça tout de suite. Voilà, on a le schéma. Donc, mer territoriale 12 000, zone contiguë c'est 12 000 marins au-delà. Ensuite, à la ZEE sur les 200 000 nautiques. Avec derrière le plateau continental. Alors attendez, zut. Ne paniquez pas parce que. Capture du curseur. Hop, excusez-moi, ça va revenir tout de suite. Hop, vous ne voyez rien. Hop, parfait. Est-ce que ça marche mon histoire? Voilà, ça marche mon histoire. Donc vous voyez ici, il y a la référence au plateau continental où effectivement, en fonction de ton plateau continental, tu peux demander à ce que ta zone exclusive, économique exclusive soit étendue. Alors effectivement, à chaque fois, il faut que tu fasses une demande devant... alors je me souviens plus de l'organisation internationale qui est en charge de ça. Bah, l'OIM, je pense. Ça va être l'Organisation internationale de la mer, j'imagine. Tu dois faire une demande spécifique pour que ça soit reconnu. Mais bref, du coup, effectivement, il y a cette idée de la zone au-delà des 12 000 marins. Alors, je repasse hop, à mon écran de discussion. De quoi on a parlé? Ah oui, Brexit. Il a dit qu'effectivement, sur la pêche, c'était un peu le seul sujet sur lequel les Anglais avaient l'avantage sur les Européens, et du coup, ils ont fait monter les enchères, même si ultimement, ils ont pas réussi à avoir tout ce qu'ils voulaient, hein, puisque ultimement, à la base, ils voulaient vraiment que ce soit, qu'il n'y ait pas de pêcheurs européens qui viennent, ou alors avec des quotas très réduits et sous licence de pêche britannique. Et au final, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, hein. Ça a été un résultat mi-figue mi-raisin. Mais les Européens non plus, hein, n'ont pas eu tout ce qu'ils voulaient, hein, puisque ça a été en fait ce qui a été obtenu, c'est un phasing out, j'allais dire temporaire, non pas temporaire, mais progressif, où en fait le retrait des pêcheurs européens d'un certain nombre de zones de pêche allait se faire de manière progressive, pour pas que du jour au lendemain les pêcheurs se retrouvent à plus pouvoir aller pêcher chez les Britanniques, et du coup à pouvoir gérer la période de transition.
Ils s'en foutent, ils pissent sur l'accord. Bah oui, effectivement, c'est un des problèmes qu'on a avec les Anglais, c'est que comme ils sont pas contents d'un certain nombre de... enfin, comme Johnson n'est pas content d'un certain nombre de trucs, bah du coup, il la joue un peu rogue, puisqu'il décide de ne pas respecter l'accord, et de faire monter les enchères. Et c'est ce qu'on voit notamment en Irlande du Nord, hein, on le voit aussi dans le cas de la pêche avec Jersey. Mais ici, il y a aussi un côté, comment dire, distraction, puisque en fait Johnson, ça s'est pas bien passé pour lui le Covid, etc. Il y a les conséquences du Brexit en termes de chaîne d'approvisionnement, les pénuries, etc. Donc du coup, pour faire un petit peu de distraction, il dit ah regardez, il y a une crise avec les Français sur la pêche, salaud de Français, vous voyez. C'est pas notre faute, c'est pas la faute du Brexit si les choses vont mal, c'est parce que les Européens et les Français nous emmerdent. Donc il y a aussi un côté clairement de distraction là-dedans. Mais on en avait parlé, je crois, dans une des revues de presse, je sais plus si c'était la semaine dernière ou peut-être il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, on avait parlé de ça, où effectivement, on avait discuté du fait que même si effectivement ils pissent sur l'accord, stratégiquement, ça fait sens. Je vais pas dire qu'ils ont raison de le faire, mais ça fait sens de le faire. C'est vrai l'histoire des pêcheurs français qui pêchent sans tracker pour dépasser les quotas. Alors là, moi, je ne suis pas expert sur le sujet. Ça ne m'étonnerait pas que ça puisse arriver, hein, tout est possible, hein, dès lors qu'il est question d'humains, tout est possible. Après, la question, est-ce que c'est une pratique qui est généralisée? Il faudrait poser la question à des experts. Si vraiment c'était un truc qui était généralisé, je pense que ça aurait tapé du poing sur la table à Bruxelles, sur le sujet. Mais occasionnellement, oui, ça me surprendrait pas que ça puisse arriver que t'aies des pêcheurs français ou autres, hein, c'est pas que les Français, hein, mais que des pêcheurs, effectivement, pêchent sans tracker pour essayer pour dépasser un peu les quotas. Ça me surprendrait pas plus que ça. Ça me surprendrait pas plus que ça. De quoi je parlais? Jersey, donc oui, effectivement, Jersey qui va se prendre des sanctions, puisqu'il a annoncé là que. D'ailleurs, c'était ah bah justement, j'allais parler de ça, le communiqué de presse sur les mesures de rétorsion. Alors je vous promets, je me suis absolument pas coordonné avec lui en amont, mais il s'est trouvé qu'à chaque fois que je parlais d'un sujet, il était ah bah ouais, c'est justement, il y a un communiqué qui vient de tomber, ce matin j'en parle à la commission pêche, demain on en parle là, je vous jure, je me suis pas coordonné avec lui, c'était vraiment le pur des hasards, mais du coup c'était bien parce que il savait de quoi il parlait et il pouvait nous donner des informations un peu concrètes, et donc effectivement il y a eu alors attends, hop, je vais ouvrir ton lien, Limtomisderi. Hop. Bim bam boum. Je copie sur mon autre fenêtre. Hop. Que nous raconte Clément? Clément. On l'a dit, on l'a fait. Pêcheurs ne sont plus dans d'ajustement. Donc voilà, c'est le communiqué de presse auquel il a réagi quasiment en direct, hein, qui fait la liste des mesures de rétorsion contre les pêcheurs de Jersey et britanniques, hein, donc du coup interdiction de débarquement, renforcement des contrôles, renforcement des contrôles et des camions. Donc on est vraiment dans l'idée de serrer la vis pour faire sortir un peu, pour faire monter un petit peu la pression. Ça c'était le moment d'actualité, mais du coup c'était bien parce que même quand j'ai parlé de la question du port du Pirée, il dit oh, ça tombe bien, j'en ai parlé ce matin, donc c'était plutôt intéressant. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait du port du Pirée, il l'a évoqué aussi à ce moment-là. Il disait voilà, le port du Pirée, les locaux disent que en fait, les Chinois qui avaient fait plein de promesses d'investissement dans le port du Pirée, etc. En fait, ils respectaient pas tous leurs engagements, ou tout ce qu'ils faisaient n'était pas franchement aux normes. Et effectivement, c'est une tendance qu'on voit émerger ces derniers mois dans le cadre de la nouvelle route de la soie. Donc la nouvelle route de la soie, c'est cette grande initiative chinoise, ce gros plan d'investissement où en fait ils essaient j'allais dire d'acheter des pays, non, de promettre des très gros investissements à des pays pour se mettre bien économiquement, et donc pour construire construire des points de débouché pour le marché chinois, et donc à grands coups de milliards, etc. Et donc il y avait beaucoup de pays à l'époque qui se disaient ah c'est génial et tout, on va
on va aller prendre le cash chinois. Et en fait, il y a pas mal de pays qui déchantent maintenant, puisque en fait, ils sont aperçus soit que dans un certain nombre de cas, les Chinois ne respectaient pas leurs obligations, ou que lorsqu'ils faisaient des prêts, les conditions du prêt étaient un peu limite, enfin très très limite et très très désavantageuses, et du coup il y avait pas mal de pays qui étaient en train de revenir un petit peu sur leur enthousiasme vis-à-vis vis-à-vis de ce plan chinois, de la nouvelle route de la soie, et qui du coup en fait on va peut-être chercher à se barrer, à annuler ces contrats, annuler ces trucs là, parce que ça ne sert pas tant nos intérêts que ça au final, et les Chinois ne sont pas si fiables que ça. Donc effectivement, le port du Pirée, ça s'inscrit, la question du port du Pirée, ça s'inscrit dans toutes ces questions de la politique économique extérieure de la Chine, et même, on va dire, de soft power, la stratégie de soft power chinoise. Qu'est-ce qu'il a dit d'intéressant sinon? Ah oui, ça je ne savais pas. Il disait que 90% du marché, enfin de 90% des marchandises mondiales circulaient par bateau. Donc effectivement, c'est le transport maritime, c'est plutôt important. Et d'ailleurs ça, j'avais remarqué ça avant, hop, avant le début du stream. Donc vous vous rappelez, en mars, il y avait eu le canal de Suez qui avait été bloqué par un bateau. Là, vous voyez le bateau ici, vous vous rappelez les fameuses photos, c'est l'Ever Given. Et dans les conséquences économiques de ça, il disait que chaque jour où le canal de Suez était bloqué, ça représentait une perte de 9 milliards de dollars par jour. Donc vous voyez, c'est assez sec comme perte économique pour j'allais dire juste pour le canal de Suez. Le canal de Suez, c'est quand même un des gros trucs, un des gros choke points en matière de commerce international. Alors vous voyez les photos ici de tous les bateaux qui attendaient que le canal soit débloqué. Alors je me souviens plus combien de temps ça a duré cette histoire. Alors le bateau fait 400 mètres. 28 mars. Alors, ship sailed again 7 July. Mais j'imagine qu'il a été débloqué avant. Attends, subsequently impounded 29 mars. Ok. Donc il a été débloqué le 29 et il a commencé le blocage le 23. Donc vous voyez, ça a duré à peu près une semaine, mais pendant une semaine c'était assez chaud quoi. Et donc pendant une semaine, à raison de 9 milliards, ça fait sec quoi. Ça fait une amende assez sec, et du coup ça a eu un impact aussi sur les prix, mais aussi sur, je crois qu'on aurait parlé à un moment donné, la question des semi-conducteurs, puisqu'il y a une crise des semi-conducteurs, une crise d'approvisionnement des semi-conducteurs, et du coup le blocage du canal de Suez avait rajouté un peu plus d'huile sur le feu en la matière. Alors même, alors attends, juste, ça a attiré mon attention, la pénurie de nains de jardin. J'avoue que celle-là, je l'avais pas vu venir. On en apprend tous les jours. En Angleterre, évidemment, les Anglais et leurs nains de jardin. Ok, écoutez, vous aurez appris qu'il y a eu une pénurie de nains de jardin. C'est pas Amélie Poulain, mais ça pourrait être. Mais voilà, alors je regarde l'heure, on est quasiment... on a fait notre demi-heure de débriefing. Donc du coup, j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai bien aimé l'interview. C'était sympa. J'ai appris des trucs. Ça, c'est bien fait. Programme du reste de la semaine. Attendez, je me repasse à mon introduction. Hop. Programme du reste de la semaine. Je n'ai pas d'autres interviews cette semaine. Beaucoup de pénuries qui vont arriver, mais le nain de jardin, oui, non, effectivement, celle-là était un peu imprévue. Donc, j'ai pas d'autres interviews cette semaine. Désolé pour une raison que j'ignore. Je sais pas, les députés n'étaient pas vraiment disponible. Le mois de novembre aussi va s'annoncer un peu compliqué. Alors rassurez-vous, je vais avoir des interviews toutes les semaines, mais j'en aurai peut-être pas autant que prévu, parce que je sais pas pourquoi les députés ne sont pas très disponibles en novembre. Donc je me bats tous les jours, j'envoie mes mails pour essayer d'avoir des gens, mais bon, on verra où on va. Dans tous les cas, pour cette semaine, la prochaine étape, c'est dimanche. On se voit dimanche à 18h en français pour la revue de presse, ou à 20h si vous voulez la faire en anglais. Pour moi, c'est la même chose, je serai là. J'espère que vous avez apprécié. Et écoutez, et je vous vois dimanche, j'espère, ou sinon la semaine prochaine. À très bientôt tout le monde, bonne soirée.